Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Et toujours avec Corentin Périni. Oui, bonjour Baudouin. Rebonjour, qu'on retrouve dès demain matin pour l'animation de Ligne Droite. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un braquage, Corentin. Oui, je vais vous parler d'un vrai braquage. Vous connaissez cette phrase, plus un geste, c'est un hold-up. C'est une expression qu'on dit dans les films, notamment. Alors, sur Radio Courtoisie. Comment tenir haut, comment on pourrait le traduire? Tenir haut, exactement. Plus un geste, c'est un tenir haut. Alors, vous savez, c'est des braqueurs qui rentrent dans une banque, cagoulés souvent, pétard à la main, et qui assènent, voilà, c'est ça. Ils assènent aux employés de la banque. Plus un geste, c'est un hold-up. Alors, l'expression vient de to hold up one's hand. Alors, on va dire tenir les mains en l'air. Donc, plus un geste, tenez les mains en l'air. J'y étais pas du tout, désolé. En français. Donc, les braqueurs le braqueur braque son arme donc sur l'individu qui protège le magot et ce dernier met les mains en l'air et le braqueur peut donc tranquillement subtiliser le butin. C'est un tuto quoi. Voilà, ça c'est des films plutôt classiques français, vous savez Les Fugitifs ou le film Tais-toi, voilà, tous deux films de Francis Weber. Et puis il y a des braquages un peu plus fins, vous voyez, des braquages plus élaborés. Je ne sais pas si vous avez vu les films par exemple Ocean 11, les 11 océans, où là vous avez des voleurs, ce sont des acteurs américains, ils ont une dentition impeccable, c'est George Clooney, c'est Brad Pitt, ils ont des costumes sur mesure, ils braquent des casinos sans une arme à la main, sans fureur et surtout sans se faire repérer par les autorités. Alors là, le braquage dont je vais vous parler aujourd'hui est plus de la deuxième catégorie. Il y a une arme, mais il n'y a pas de mort et pourtant il est considéré comme certains comme le casse du siècle. Et si on prend l'exemple d'un braquage d'une banque, là, la banque en question, c'est l'Agirc Carco. Alors, comme vous êtes jeune, vous ne savez pas ce que c'est, l'Agirc Carco. Alors Franck, peut-être un petit peu plus. Oui, c'est les caisses de retraite complémentaire, il me semble. Exactement. C'est l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, association pour le régime de retraite complémentaire des salariés. Bref, c'est une caisse de retraite complémentaire auquel vous cotisez obligatoirement en tant que salarié du secteur privé. Et là, vous me dites, mais il y a de l'argent là-dedans? Et oui, ces pensions représentent 13 millions de retraités et elle est financée par 26 millions de cotisants. Et donc, forcément, ayant plus de contributeurs que de contribués, et la caisse a enregistré 5 milliards d'euros d'excédent en 2022. Alors, le magot de l'Agirc Carco, il s'élève à 68 milliards d'euros le 31 décembre 2022 et les affaires vont de bon train avec la réforme des retraites qui va forcément allonger la durée de cotisation des cotisants. Et donc, c'est mathématique. Plus on travaille, plus on cotise et cette augmentation, elle pourrait faire gagner plus de 22 milliards de recettes à l'Agirc Carco. Donc, vous avez la banque en question, l'Agirc Carco, avec un butin de 68 milliards d'euros et 22 milliards de recettes qui devraient bien faire augmenter le pactole. Et donc, qui est le braqueur ? Alors, le braqueur dans cette histoire, c'est l'État. L'État veut puiser dans les caisses de retraite du privé l'Agirc Carco. Le gouvernement pourrait prélever entre 1 à 3 milliards dans les excédents du régime des retraites complémentaires. Alors, on piquerait donc de l'argent à 26 millions d'actifs parce que vous comprenez, les finances font mal. Il faut financer l'UE, il faut financer l'immigration, il faut financer le média public, il faut financer le CSA, le CNC. Et oui, la splendeur de la France a un coût. Et puis, la nouvelle réforme des retraites ne suffit pas à payer tout le monde, figurez-vous, dans le public. Et donc, il faut financer aussi la retraite des ménages les plus modestes. Et pour ça, au lieu de faire des économies dans le public, quoi de mieux que de pomper dans le privé? Alors, vous nous avez parlé d'Océan 11, Océan 13. Quelle va être la méthode de l'État pour braquer l'Agirc Carco ? Oui, c'est une bonne question. Avec quelle arme ? Deux armes, la loi et le pathos. Parce que l'État veut donc imposer un prélèvement spécifique sur les salariés du privé. Voilà, une sorte d'impôt. Et alors, au nom de quoi, me direz-vous ? Et c'est là où le pathos intervient, au nom de la solidarité nationale, bien sûr. Les méchants du secteur privé doivent payer pour tout le monde. Et dans ce braquage, qui joue le rôle des employés de la banque du coup ? Qui vont être mis en joue, hold up. Voilà, exactement. Là, les employés de la banque, c'est les organisations patronales et syndicales qui gèrent l'Agirc Carco. Ce prélèvement pour eux a fait hurler les partenaires sociaux parce que quand on fait des efforts pendant des années, on n'a pas tellement envie que l'État pointe le bout de son nez à la fin pour rafler la mise. François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, a dit « Si l'État préempte les sommes de l'Agirc Carco sans notre avis, c'est la fin de la paix sociale. » Alors, les clients de la banque, vous l'avez compris, ce sont les employés du secteur privé qui se voient encore
ponctionner leur retraite. Bref, Macron pique notre pognon, épisode 8974. Rien de nouveau sous le soleil, mais ça fait toujours mal au portefeuille. Et je rappelle que le philosophe Gustave Thibon, quand même catholique, qui avait dit que l'État avait trop de pouvoir sur nous et que parfois, ne pas dire ce que faisait l'État, c'était de la légitime défense. Merci Corentin Périni, merci beaucoup. Alors au niveau de vos retraites, là, alors moi j'en suis pas là. Vous n'êtes pas encore là, mais moi c'est demain, donc je peux en parler. Peut-être Franck est plus concerné. Non, mais c'est pas tant sur la retraite. C'est en tout cas c'est l'État qui n'arrive pas à gérer bien ses finances. Vous avez une Agirc-Arrco qui arrive à bien le faire, qui a des excédents, et donc l'État se dit bon tiens en fait on va peut-être piquer eux, on va peut-être pas prendre leur modèle, mais par contre on va piquer leur argent à 1 à 3 milliards d'euros. Alors vous vous dites finalement ils ont 68 milliards, c'est pas grand chose, il peut y avoir une solidarité nationale, mais c'est toujours au secteur privé qu'on demande d'être solidaire quoi. Déjà en plus il y a quand même des gens dont je vais faire partie par exemple qui vont travailler 2 ans de plus pour financer une réforme de retraite qui visiblement on va la payer 2 fois en fait. Exactement. Donc vous payez plus, vous travaillez plus et en plus vous devez payer plus parce que ça ne suffit pas ce système de retraite. Donc là c'est travailler plus pour payer plus. C'est pas mal. Et en fait c'est un peu ce que vous faites, plus vous travaillez plus vous payez de charges, c'est comme ça. Et alors le financement donc pour un salarié du privé auprès de l'Agirc-Arrco, il est obligatoire ou pas? Parce que du coup, on peut se dire il y a des gens devant ça, ils vont essayer d'aller capitaliser ailleurs, mais ils sont quand même obligés de... Ouais, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et puis c'est c'est bien fait, ils vont gagner de l'argent. Et ce qui est scandaleux, c'est que l'État en profite, quoi. Donc voilà. Puis les salariés du privé ont déjà... Il y a aussi toute cette polémique sur l'école. C'est-à-dire, par exemple, il y a l'école privée, puis il y a l'école publique. Déjà, les gens qui payent pour l'école publique, qui payent pour l'école publique, puis en plus doivent payer pour l'école privée. Et dans l'école privée, parfois, on leur demande une solidarité pour qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas payer le privé, qui puissent être dans le privé. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois comme le public va mal, de ponctionner au maximum le privé. Et ça, il y a un moment, les gens... je pense pas que les gens vont se révolter. Il y a François Asselin qui a dit si l'État préempte les sommes de l'Agirc-Arrco, c'est la fin de la paix sociale. Mais le problème, c'est que c'est toujours fait, vous voyez, c'est pour ça que je donnais la différence entre 2 braquages. C'est pas fait de manière violente, c'est toujours fait de manière insidieuse. Oui, beaucoup de gens vont pas entendre parler de ça. Oui, sans fureur, de manière insidieuse. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que petit à petit on met ses pions et finalement on arrive à ce braquage, ce braquage des compléments de retraite du secteur privé, quoi. Oui, parce que l'Agirc-Arrco donc est excédentaire, donc c'est un régime qui est géré de façon saine. Alors donc il y a de l'argent à prendre, en effet, mais c'est des régimes qui sont sains pour être plus résilient, c'est une réserve, c'est de la prévoyance. Ouais, voilà, donc c'est pas juste de l'argent disponible, c'est ça qui est malheureux. Ouais, donc... et d'ailleurs, il y a le régime local d'Alsace-Moselle récemment, donc c'est un régime un peu différent du fait du Concordat. Lui est excédentaire et récemment, il a permis, parce que le gouvernement a annoncé qu'il diminuerait les soins dentaires, le remboursement des soins dentaires de 70 à 60%. Et grâce à ce régime excédentaire du régime local d'Alsace-Moselle, ils vont pouvoir compenser cette baisse de remboursement. Et c'est à ça que ça sert un régime de retraite ou un régime social excédentaire. C'est à compenser parfois un défaut de l'État sur un remboursement ou sur une retraite. Et notamment, il y a aussi le conseiller d'Olivier Dussopt, je crois que j'ai vu ça hier, l'ancien conseiller d'Olivier Dussopt, donc qui a conseillé Olivier Dussopt notamment pour la réforme des retraites, qui aujourd'hui est parti chez AXA, qui est spécialiste notamment des retraites privées, quoi. Donc on sent bien qu'il y a... Louis Rigaudière ? Non, c'est très surprenant ce que vous nous racontez. Ah oui. On part, les anciens politiques partent dans le privé, c'est oui, et ils étonnant. partent sur leur carnet d'adresse en général avec des réseaux. Enfin là, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Puis après, évidemment, ils sont très sollicités. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Corentin, assez justement. C'est vrai qu'il y a quand même, quelque chose qui est contestable, c'est le fait qu'on paye un service public qui est déficient ou dont on ne veut pas profiter. Et du coup, on est obligé de payer 2 fois, puisque
puisque si on se retourne vers le privé, ce que vous disiez par rapport à l'école, mais ça marche avec plein d'autres sujets, du coup là vous payez 2 fois. Voilà, c'est ça, exactement. Donc non seulement vous avez payé 1 fois pour le service public, peut-être 2 fois pour le service public avec ce qu'on est en train d'expliquer, plus 1 fois pour le privé, parce qu'on sait aussi que ce que souhaite le gouvernement, c'est privatiser c'est la sécurité sociale, toutes ces choses-là, pour faire baisser la note. Et là après, pour le coup, si toutes ces choses-là sont privatisées, on risque, nous, salariés, de payer horriblement plus cher. Et ce qui est drôle, c'est que quand même, on nous explique que M. Macron est libéral. Là, on se rend compte quand même qu'il prend dans le secteur privé. On a eu aussi l'affaire Mertel, le youtubeur Mertel, non pas Martel, Mertel, on se rend compte que finalement, on peut gagner 1 800 € par mois en France sans faire grand-chose. Donc, j'ai l'impression qu'on a vraiment, avec Emmanuel Macron, le pire du libéralisme, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas... on a le pire de l'étatisme et le pire du libéralisme dans une seule et même personne. C'est quand même quelqu'un qui a réussi. Le MEDEF et la CFDT sont d'accord pour dire que c'est scandaleux. C'est quand même quelqu'un qui a réussi à rassembler à la fois le MEDEF et la CFDT. Comme le sujet dont on parlait cette semaine, les autoroutes, c'est un très bon exemple aussi, puisque c'est quelque chose qui a été entièrement bâti avec les fonds privés. On a mis des péages pour juste en disant aux gens, voilà, ça a coûté un peu cher, donc vous allez contribuer un petit peu le temps qu'on amortisse ça. Et puis après, on a continué avec les péages alors que normalement tout était amorti pour finalement donner en concession ces autoroutes qui rapportent des fortunes à ces grands groupes et évidemment au détriment des caisses publiques. Ou par exemple la FDJ ou des choses comme ça, où le loto c'est quand même c'est très rentable et du coup maintenant c'est une boîte privée qui s'en met plein les fouilles. Et puis le péage n'ont pas cessé d'augmenter depuis en plus, je sais pas combien de temps. Ce qui est terrible, c'est qu'on a au niveau de la politique intérieure, donc on a 46% de prélèvements obligatoires avec en face pas un service à la hauteur du prix. C'est comme si vous payez 110 € votre repas au restaurant et qu'on vous servait une petite barquette surgelée. Au moins vous mangez, mais bon, le prix est pas normal. Et à l'inverse, par contre, on a pas de barrière douanière à l'entrée des investissements dans l'Union européenne, parfois pas de barrière du tout à l'importation de produits agricoles, produits manufacturés. Entre les pays de l'État, entre les États de l'Union européenne et parfois même des pays tiers de l'Union européenne. Donc on a l'impression d'être verrouillé de l'intérieur entre nos frontières, mais que par contre on est ouvert aux 4 vents de la mondialisation, aux 4 vents d'une concurrence, d'un dumping social avec des délocalisations, ou d'une concurrence internationale avec, on l'a vu cette année, depuis le mois de septembre, que ce soit avec les poulets importés d'Ukraine, les noix qui concurrencent les noix de Grenoble ou d'ailleurs. On est verrouillé de l'intérieur, mais par contre c'est ouvert aux 4 vents au niveau international, quoi. C'est décourageant. Oui, c'est ça. On se fait avoir à la fois par le haut, par l'État qui nous socialise, et puis en tout cas on se fait avoir dans les deux cas, quoi. À la fois par l'État qui nous socialise et puis à l'État qui nous ouvre aux 4 vents, comme vous avez dit, à la mondialisation, quoi. Donc on faudrait inverser ce libéralisme économique. Faudrait un protectionnisme au niveau global et puis un libéralisme au niveau national, quoi. Oui, ou en tout cas une baisse de la fiscalité, tu vois, déjà. Moi, ce qui me surprend, c'est globalement, pardon, j'interviens un peu, parce que moi, l'économie et moi, ça fait 15, donc j'évite de trop m'introduire sur ce sujet. Mais on en a parlé chez Pascal Pro, c'est ça. Oui, on en a parlé, mais généralement, ce que je souligne, c'est que je regarde un petit peu les réseaux sociaux et c'est l'absence globale de réaction politique vis-à-vis de l'opposition. Je trouve assez peu de réactions là-dessus, de contestation, à part Bruno Retailleau, qui dénonce le fait de payer cette gabegie. Donc c'est ça qui m'étonne. Alors je sais parce que c'est pas facile à comprendre, en fait. C'est un sujet très technique, les gens payent. C'est là où c'est le plus pratique, c'est quand c'est compliqué. Exactement. Voilà. En tout cas, pour la GIRC, parce que je vois que l'heure tourne, c'est jackpot. Tout à fait. Notre ami Jacques. Jackpot. Enfin voilà. Pote Jacques. Ah, ça y est, j'ai compris. On a fait du verlan. C'est la fin de cette zone libre. Merci à toute l'équipe de Ligne Droite et on vous retrouve demain même heure pour la zone libre. Et merci à vous, Corentin Périni.